cette présentation. Je vous remercie je remercie Marc de lire plusieurs extraits et plusieurs textes, et vous d'être venu pour évoquer la mémoire d'un personnage totalement hors norme, et pourtant dont la notoriété va beaucoup varier selon à qui on parle, selon les cercles à qui on s'adresse. Donc, dans les milieux anarchistes ou chez les gens qui s'intéressent, disons, aux grandes affaires policières, Marius Jacob est très connu. Dans le grand public, il est un peu moins. Et je pense vraiment, en tout cas, que c'est un personnage qui gagne à être connu. Alors, je ne sais pas, on pourrait qui parmi vous le connaît? Le connaît déjà, donc bon, il y en a qui le connaissent bien, je pense. Voilà, on est vraiment dans une configuration classique. Alors moi, comment je l'ai rencontré? C'est d'abord dans le documentaire de Tancred Ramonet, Ni Dieu ni maître, qui vient d'être terminé, hein, puisqu'il avait au début fait 2 parties qui allaient de Proudhon jusqu'à la Première Guerre mondiale, puis de la Première à la Deuxième Guerre mondiale, et qui vient de faire la 3e partie, divisée en 2 sous-parties, de la Deuxième Guerre mondiale à nos jours, une histoire de l'anarchie, et c'est absolument passionnant. Là-dedans, il y a 3 minutes de Marius Jacob, c'est-à-dire pendant 3 minutes, on voit, et c'est vraiment ébouriffant, on voit... Donc, quand j'ai vu ça, je trouve ça trop beau pour être vrai, qu'un personnage pareil, que je puisse être dans l'oubli, alors qu'il est à tout point de vue extraordinaire. Et puis ensuite, je l'ai trouvé chez un film qui est bien antérieur, c'est un film de Michel Piccoli des années 70, qui n'est pas un des plus connus de Piccoli, mais où de Tavernier, pas Piccoli. Piccoli joue le rôle d'un réalisateur télé, et qui fait des scénarios, et qui, à un moment donné, dans une voiture, se confie à une amie, et lui dit « Moi, ce que je voudrais faire, c'est pas ça, c'est la vie de Marius Jacob. » Et donc, on devine que Tavernier, c'est en fait assez bien documenté, aurait voulu tourner ça. Il n'a pas pu, notamment pour des raisons budgétaires. C'est des problèmes qui se posent parfois dans ces milieux du cinéma. Il avait besoin en particulier, semble-t-il, de pas mal de sous pour reconstituer le bagne. Mais selon moi, je n'ai jamais bien compris cet argument, parce que on peut très bien imaginer ne pas faire ce travail de reconstitution complètement. Quoi qu'il en soit, c'est ça qui m'a déterminé à écrire ce livre, qui est un roman, mais qui est très proche de la vie d'Alexandre Jacob. Alors, on l'appelle Alexandre, on l'appelle Marius. Il s'appelle Alexandre Marius Jacob. Marius, c'est son 2e prénom. Et quand il a été jugé, on parlera de son procès, qui est un grand moment de sa vie, et qui est le moment où il est connu finalement nationalement, il dira au juge, vous savez, des patronymes, moi j'en ai eu plus de 200, et certains bien en règle. Parce qu'effectivement, il avait les papiers qui allaient avec tous ces noms. Donc, Alexandre, c'est comme ça qu'il était, c'est comme ça que sa maman l'appelait quand il jouait sur le Vieux-Port, puisqu'il est de Marseille. Marius est son 2e prénom, et il ne l'a utilisé, on verra pourquoi, que vers la fin de sa vie. De toute façon, en général, il se faisait appeler autrement parce qu'il n'avait pas forcément une grande envie d'être identifié. Donc dans le livre, ce que j'essaye de faire, c'est de trouver un dispositif qui me permette de l'évoquer de manière simple, et sans entrer forcément dans une histoire fine de l'anarchie, qui est un sujet passionnant et très vaste, mais dont on peut ne jamais sortir. Et je m'adresse à une enfant. Je me mets dans la peau de Marius lui-même. Il a beaucoup écrit, donc c'est assez facile, on sait comment il procédait, il écrivait d'ailleurs très bien. C'est un autodidacte, enfin il avait le certificat d'études. Et je m'adresse à une enfant, ça me permet de rester assez simple, de raconter simplement une histoire qui n'est pas forcément très compliquée, mais sans perdre dans les détails, et de ne pas entrer justement dans ces querelles qui, lui, ne l'intéressaient pas beaucoup. Dans le livre, il y a pas mal de références littéraires ou politiques ou autres, souvent parce que moi j'aime bien ça, mais surtout parce que lui le faisait sans arrêt. C'est-à-dire, quand on lit son courrier, quand on lit ses textes, il ne cesse de citer ses lectures. C'est un grand lecteur. Il avait lu Victor Hugo, il avait lu Jules Verne. Il était vraiment enfant fasciné par Jules Verne, on va en reparler. Et pour
bien voir le dispositif du livre. Je vais demander à Marc de bien vouloir lire le tout début. Ça va nous permettre de voir comment c'est fait. Merci Alain. Une semaine à vivre. Plusieurs fois, j'ai cru avoir moins de temps devant moi. Bien sûr, il me serait facile d'obtenir un petit sursis avant le grand voyage, puisque le seul juge, c'est moi. Ça change. Mais non, tout est préparé, j'y ai assez réfléchi, je ne demande pas de rab, je suis prêt. Il me reste encore à écrire quelques pages dans ce cahier d'écolier acheté à Reuilly en pensant à toi, petite. Je veux que tu connaisses ma version de l'histoire, de mon histoire. Je sais que mon écriture n'est pas fameuse, ça fait longtemps déjà que j'ai les doigts perclus de rhumatisme, mais je te promets de bien m'appliquer pour que tu puisses déchiffrer mes pattes de mouche. Si les choses se passent comme je les imagine, et surtout comme je vais les organiser, en détail, avec le soin que j'ai toujours apporté à mes projets, petits ou grands, tu recevras ce cahier le jour de tes 16 ans, dans 6 ans donc. Et toi, toute surprise, tu auras enfin des nouvelles de ce fantôme de ton passé, de ce souvenir, Marius. À moins que, tout à tes festivités d'anniversaire, tu n'attendes le lendemain, ce serait bien naturel. Au-delà, ça me ferait peine. Ou c'est que tes parents auraient oublié, mais ça m'étonnerait. J'ai pris mes précautions. Ce n'est pas pour faire le malin, mais je suis bon organisateur. En tout cas, au procès, ils étaient tous bien d'accord là-dessus. Le procureur, le juge, les journalistes, tous les jurés aussi d'ailleurs, à l'unanimité. Quel procès ? Ah, patience. Donc, petite, au moment où tu me lis, tu as 16 ans. Peu cher. J'essaye de t'imaginer. Merci Marc. La vie de Marius, elle est finalement assez longue, parce qu'il est né en 1879 et il va nous quitter en 54. Finalement, en 79, j'ai fait figurer ici une vue de la dernière, d'un des lieux qui revendique la dernière barricade de Paris, donc près de chez moi. Et puis, ça c'était en 71. Et à droite, en 54, il est allé applaudir Georges Brassens aux Trois Baudets. Donc finalement, voilà l'empan d'une vie assez exceptionnelle qui lui a permis de connaître des guerres mondiales, des révolutions et de nombreux événements. La Commune de Paris, c'est évidemment ce qui politiquement a structuré le climat pour toute la fin du 19e siècle, disons. Donc lui, qui est né à Marseille, qui a grandi dans les quartiers populaires, a vécu toujours dans cette ambiance qui, à gauche en tout cas, était celle de la défaite, enfin une défaite même assez écrasante. Ses parents, alors sa mère était vraiment du pays, était une provençale, là où son père était né à Avignon, mais la famille venait d'Alsace. C'était un couple très, très modeste. Ils habitaient dans les quartiers populaires. Le père était boulanger, mais il s'était embarqué, donc il avait été boulanger notamment sur les bateaux des messageries maritimes. Et là, il était devenu alcoolique. Ce qui avait complètement fait dérailler la famille. Alors la famille, elle était des deux parents et de Marius, qui a connu 3 petits frères successivement, qui sont tous morts en bas âge, donc il était le seul enfant. Sa mère était vraiment impeccable et son père donc était la plupart du temps au bistrot. Donc c'est comme ça qu'il a grandi, en étant un bon élève, un élève des frères chrétiens de l'instruction chrétienne à Marseille. Son père s'appelait Joseph, sa mère s'appelait Marie. On voit donc qu'il avait tout pour partir sur une très bonne base et finalement on peut pas très bien comprendre la suite sans les influences, forcément de mauvaises influences extérieures. À 11 ans, il a le certificat d'études et il s'embarque. Ça, il en rêvait depuis toujours. Il avait lu Jules Verne, il était abreuvé de Jules Verne.
il voulait naviguer comme son père, qui était à la fois un modèle et un contre-modèle, et donc il voulait faire comme lui, mais ne pas boire. Ça, c'est une chose qu'il avait marqué pour toujours. Et le voilà parti donc sur les mers à 11 ans, comme Mousse, sur des bateaux qui allaient à Djibouti, aux Seychelles, en Australie, en Nouvelle-Calédonie. Et très vite, évidemment, il a découvert que la vie sur les bateaux comme Mousse n'était pas exactement celle qu'il avait lue dans Jules Verne. Dès qu'il a pu, à l'âge de 12 ans, il a déserté, on appelait ça déserter, le fait d'avoir signé un contrat d'engagement avec une compagnie de navigation et d'y mettre terme unilatéralement, c'était une désertion. Alors il a cherché, à 12 ans en Australie, donc il a cherché quoi faire, et il a trouvé un autre équipage qui s'est présenté comme un équipage de baleiniers, et il est monté sur ce bateau, il a été recruté, et ces baleiniers ne pêchaient pas la baleine, c'était des pirates qui abordaient d'autres bateaux, tuaient tout le monde, récupéraient la cargaison, faisaient exploser le bateau, et de cette manière allaient à la pêche à la baleine. Donc ça, il l'a fait, il a compris assez rapidement, parce que c'était difficile de ne pas comprendre, et à nouveau, il a déserté. Il a été rapatrié comme il a pu à Marseille, il avait peut-être 13 ans à ce moment-là, il est passé en jugement parce qu'il avait déserté. Et comme il était très jeune, et qu'il était très malin, et qu'il a dit tout ce qu'il fallait dire pour pouvoir avoir une deuxième chance, il n'a pas été condamné, il a pu reprendre la mer avec promesse cette fois de ne plus déserter, et effectivement il n'a pas déserté, il a cherché à devenir commandant, donc il a entrepris des études tout en étant toujours Mousse, il travaillait sur sa couchette, il lisait des manuels, ce qui ne le rendait pas forcément très populaire auprès des autres marins, mais qui déjà était un signe sur sa capacité à prendre les choses en main et à faire contre mauvaise fortune bon cœur, et puis à s'organiser dans des circonstances défavorables. Quoi qu'il en soit, à nouveau, il est tombé sur un grave problème qui était un problème de santé. Il a été malade, il a été en proie aux fièvres et il a dû abandonner la carrière maritime. Donc là, on est en 1896, il a 16 ans, il se trouve à Marseille. Et on va entrer dans une nouvelle partie de sa vie qui est marquée par l'anarchie. Parce qu'il va connaître... Marseille est une ville qui, pour pas mal de raisons, est assez... travaillé par les luttes sociales, bien que, si on remonte dans le passé, enfin là je pense à mon livre d'avant, ça a été une ville royaliste à la fin de l'Empire, bon. Mais là, depuis la fin de la Commune, il y a eu une commune à Marseille, il n'y a pas eu une commune à Paris, il y en a eu une à Marseille, il y en a eu une à Lyon, et elle a été réprimée peut-être pas comme à Paris, mais enfin d'une manière très sévère. Et les anarchistes, ou les socialistes, ou différents groupes révolutionnaires sont très actifs dans la ville. Et Marius, qui maintenant est apprenti typographe, ce qui est assez classique d'ailleurs dans ces milieux, va fréquenter les milieux anarchistes. Il va lire beaucoup, il va lire les grands auteurs, Proudhon, La Testa, Kropotkin, mais surtout il va participer aux réunions, aux discussions auxquelles il ne comprend pas toujours grand-chose parce que c'est très très fiévreux et c'est très très contradictoire et des fois il ne voit pas très bien pourquoi on n'est pas d'accord, mais ça va lui donner une formation. Mais ça va aussi le faire entrer sur des listes qui sont celles de la police, puisque, alors, il faut se souvenir que dans les années 1890, on est après ce qu'on a appelé la propagande par le fait, donc l'époque où les anarchistes faisaient exploser des bombes. On a le souvenir de Ravachol, évidemment, de Vaillant, qui a lancé une bombe à l'Assemblée nationale, qui a été guillotiné pour ça. Sa bombe n'avait tué personne, il faut quand même le rappeler. C'est un des seuls cas depuis la Restauration où quelqu'un a été exécuté alors qu'il n'avait tué personne. Je ne parle pas des gens condamnés par erreur, je parle pas des erreurs judiciaires. Ça va avoir pour conséquence que la police vient voir ses employeurs à peu près systématiquement, vient voir le patron de son atelier d'imprimerie pour dire voilà, ce petit jeune, c'est peut-être pas une bonne idée de l'embaucher. Je ne veux pas entrer dans trop de détails, mais il faut se souvenir aussi que Louis Andrieux, qui était le préfet de police de Paris,
était allé jusqu'à financer des journaux qui étaient des faux journaux pour attirer des plumes anarchistes, les surveiller de plus près et éventuellement les mettre directement en prison. Après les attentats dont j'ai parlé, il y a eu ce qu'on appelle les lois scélérates qui ont été abrogées seulement en 92, d'ailleurs, qui sont des lois de répression spécifiquement dirigées contre les anarchistes et qui fonctionnent sur dénonciation ou sur socle suspicion. Marius, tout jeune, à 17 ans, va être victime d'une ce qu'on appelle une provocation, c'est-à-dire qu'un agent de la police, qu'il a repéré dans les réunions auxquelles il participe, lui demande de garder un paquet pour lui. Ce paquet contient de quoi faire une bombe. Lui ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais la police le sait mieux que lui. Et vient trouver le paquet chez lui, évidemment, parce que c'est lui qui, d'une certaine manière, l'y avait placé. Et à la suite de ça, il va faire 6 mois de prison. C'est sa première condamnation à Aix-en-Provence. Il fait 6 mois de prison. Quand il revient, ça lui devient totalement impossible de travailler. Il trouve des emplois dans une fonderie, il est commis de bureau, il est assistant, préparateur en pharmacie. À chaque fois, ce sont des métiers qui le passionnent. Il s'intéresse à tout. Et j'ajoute, on verra qu'il est doué pour tout. Mais, en général, au bout de quelques jours, la police arrive. Alors, vous savez, il y a deux sens au mot travailleur. Donc lui, il est travailleur, il aime le travail, il est travailleur contrarié. Il va devenir travailleur. L'autre sens du mot travail dans le milieu, finalement, ça peut désigner le vol, le cambriolage ou la prostitution. Dans son cas, il choisit le vol. Et il faut savoir que la police ne s'intéresse pas qu'à lui, il s'intéresse aussi à sa famille. Il vient perquisitionner chez ses parents, et en particulier chez sa mère. Alors ça, c'est une chose qu'il ne pardonne pas. Et il y a ce qu'on appelle à ce moment-là les prêteurs sur gage. Il y en a un qui est en fait une sorte de contrat, c'est des officines privées, mais ils ont des sortes de contrats de droit public, ils ont une licence pour exercer ce métier-là, et l'un d'entre eux, le commissaire Gilles, du Monde de Piété de Marseille, a saisi les quelques titres de propriété de la mère de Marius. La famille est dans le besoin, hein. Le père rate toutes ses fournées, la boulangerie est en faillite, la mère essaye de tenir une petite épicerie de quartier, mais ça marche pas très bien. Et donc elle a porté ces quelques titres au commissaire Gilles. Et alors comment ça marche ? Vous avez, en gros, vous avez un an pour rembourser avec un taux d'intérêt fixé une fois pour toutes de 60%. Donc il faut que vous rapportiez la somme plus 60%. Si ce n'est pas fait au bout d'un an, le bien est acquis au prêteur sur gage, au commissaire. Donc c'est monte di pieta, pieta c'est la charité, donc c'est de la charité bien ordonnée. C'est une chose qui fonctionne bien avec un très bon taux de marge. Et Marius va s'attaquer à ce monde de piété. Alors là, il est un peu sous la coupe de quelqu'un qui lui apprend les bases du métier, mais ils y vont à 4, ils sont habillés en policiers et ils vont faire croire à une perquisition parce que certains de ces objets proviendraient peut-être d'un cambriolage où il y a eu un meurtre. Le commissaire Gilles est complètement paniqué, il donne tout, il est sûr d'être... il veut absolument se disculper. Et deux des pseudo-policiers, dont Marius, vont s'emparer de lui et le conduire au palais de justice de Marseille et lui dire d'être bien sage et d'attendre le procureur et de ne pas bouger en attendant. Et donc l'autre attend le procureur. En fin de journée, il comprend que le dernier gardien encore présent, tout le monde est parti, il comprend que ce monsieur n'a rien à faire là. Et en plus, le pauvre commissaire passera une nuit en cellule. C'est le 31 mars 1999. Et c'est ce jour-là, pour la première fois, qu'on voit des articles de presse, dans la presse marseillaise, qui sont vraiment assez favorables. En fait, on ne sait pas qui a fait ce coup-là, mais tout le monde trouve que c'est pas mal fait. Et c'est le début d'une nouvelle période pour Alexandre Jacob, à ce moment-là on l'appelle Alexandre Jacob, c'est son nom, qui fuit, qui va être condamné à 5 ans par contumace et qui va multiplier les petits coups entre l'Espagne et l'Italie. Mais ça, c'est vraiment une phase
c'est vraiment une phase d'apprentissage. Il ne connaît pas ce à quoi il s'attaque, il n'a pas idée, notamment d'une chose, parce qu'il a déjà cette idée de prendre l'argent, pas pour lui, et là en l'occurrence il voulait donner de l'argent à sa mère pour la mettre à flot, mais il a déjà l'idée de financer des journaux anarchistes auxquels il a lui-même collaboré. Donc il a ce qu'il appelle une cause. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est la technique de base pour exercer ce travail. Et puis, il n'a pas idée non plus des vrais écarts de fortune qu'il a tendance à fantasmer un petit peu, mais il est encore très en dessous de la réalité. Et donc, c'est là que je vais demander à Marc de nous lire un autre extrait qui raconte un coup qu'il avait fait dans le Midi et qui lui a permis de mieux comprendre ça. Je te l'ai dit au départ, je n'avais pas franchi la frontière de la légalité pour 400 000 francs, mais pour riposter aux vexations injustes de la police. Peu à peu, je commençais à voir les choses autrement, à raisonner en termes de lutte sociale. Pourtant, je n'avais toujours rien compris à la répartition des richesses. Le butin du mont-de-piété s'expliquait pour moi par le métier du commissionnaire. Jamais je n'aurais attendu une aussi belle recette chez un particulier. C'est donc par hasard, sans méthode ni espoir exagéré, qu'à Béziers, je m'en pris au château cossu d'une famille aisée dont les vignobles étaient réputés. Derrière ces hauts murs, la forteresse semblait imprenable, mais dans un système de défense, comme dans les raisonnements, seul compte le point faible. En cette circonstance, un médiocre soupirail qui nous offrit un accès aisé à la cave. Cette fois, aucune erreur n'était possible, il n'y en avait qu'une, immense, occupé par des tonneaux, des bouteilles, un bric-à-brac sans intérêt pour nous. Escalier, rez-de-chaussée, rien. C'est au premier étage que le coffre nous attendait. Un modèle ancien, il n'opposa guère de résistance, juste assez pour m'offrir une séance de travaux pratiques sous la houlette de mon acolyte qui était un as, avant de nous livrer, sans faire d'histoire, 200 000 francs et un sac de bijoux. Le butin idéal, aussi facile à transporter qu'à monnayer. Retour dans la cave, soupirail, une affaire rondement menée. Je me suis souvent traité de couillon dans ma vie, généralement à juste titre, mais je t'assure que l'humiliation est plus vive lorsqu'elle est officielle, publique et, pour tout dire, imprimée dans le journal. Cela arriva quelques jours plus tard. Nous baignions encore dans notre vanité de ravis de la crèche quand la gazette locale nous informa, noir sur blanc, que nous étions 2 branquignoles patentés. Dans la cave, où nous étions passés 2 fois, il y avait 2 coffres. Et dans chaque coffre, 1 million, 2 millions de francs. De quoi faire vivre tout mon quartier pendant des années, de quoi financer plusieurs journaux libertaires, une idée que j'avais depuis ma formation de typographe, de quoi... Comment un particulier pouvait-il détenir autant d'argent ? Je ne soupçonnais même pas que ce fût possible. Je glosais volontiers sur les écarts de fortune, mais ceux que j'avais fréquentés de près, c'étaient les pauvres. Voilà que je découvrais les riches, et cette vérité première. Contrairement aux écureuils, l'espèce humaine n'accumule pas en fonction de ses besoins, mais indéfiniment, autant que possible, et pour cela accapare sans limite, toujours plus, à la Charles-Quint. Un philosophe allemand a écrit que la richesse était comme l'eau de mer. Plus on en a, plus on a soif. C'est ce jour-là que je l'ai compris. Qui était le voleur dans cette histoire ? La bonne nouvelle, c'est que le travail ne manquait pas pour un apprenti Robin des Bois dans mon genre. Travail dangereux, mais belle marge de progression et perspective illimitée. Un marché en pleine croissance, comme dirait le président Truman. Merci Marc. Oui, le président Truman, Marius écrit en 1954, donc il a eu connaissance des théories du président Truman sur la croissance économique. Suite à cette série de petits coups d'apprentissage, finalement, Alexandre va multiplier les erreurs. Il bricole, en fait. Il n'a pas les bases du métier, il n'a pratiquement pas de matériel, il s'acoquine avec le premier venu, les équipes sont instables. Ça ne peut pas le conduire très loin, mais ça lui fait apprendre pas mal de choses, et en particulier quand il dépanne quelqu'un qu'il croit être un camarade et qu'il se fait dénoncer par le même quelques jours plus tard à Toulon, et à ce moment-là il est à nouveau entre les mains de la police, et il va être jugé, il va être condamné à 1 an pour une petite affaire,
et il récupère les 5 ans de contumace pour le mont-de-piété, ce qui lui offre la perspective de 6 ans de prison à Aix. En fait, il est à Toulon, il est emprisonné à Toulon. Il va... alors là, c'est pas une perspective... Enfin, il doit avoir 20 ans à ce moment-là. Pour lui, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Il a 22 ans. Ça représente plus du quart de sa vie. Donc il va déployer un nouveau talent et simuler la folie pour... dans l'idée qu'il pourrait à ce moment-là être transféré vers un asile psychiatrique. Il y en a un effectivement à Aix, celui où a été interné Van Gogh. Mais pour ça, il faut qu'il soit considéré comme fou. Or, c'est quand même une ficelle un peu éculée. Hein. On le fait à peu près tous les jours. Il faut vraiment être bon, quoi. Comme je vous l'ai dit, il est quand même assez bon. J'adore ce passage. Attends, je vais me lever, pour le plaisir. Même si la pièce était jouée à guichet fermé, mon entrée sur scène fut un succès. Je revois encore la tête de l'imposant Maton lorsque je me suis soudain jeté à ses pieds, suppliant le digne moustachu de m'épargner, lui qui, sans avoir inventé la poudre, ne nourrissait pour autant aucun dessein homicide à mon encontre. « Ne me faites pas cuire, je vous en prie !»« Mais je sais que vous avez faim, mais tenez, je peux partager cela avec vous. » J'entamai mon chapeau avec appétit et lui en tendis un bon morceau. C'est dans ces moments qu'il faut avoir de l'estomac. Mon gardien courut chercher du renfort. Quand il revint avec ses comparses, je surjouais la terreur et m'écriai, les montrant du doigt, « Les Jésuites! Les Jésuites !» Que veux-tu ? Je n'ai jamais aimé les hommes d'église. Du reste, les matons avaient l'air aussi effrayés que moi, alors je criai de plus belle et la représentation devint permanente. De ce moment, j'assurais l'animation de la prison et fis généreusement partager mes hallucinations à tous, sans distinction, gardiens et détenus, de jour comme de nuit, avec une préférence pour les nocturnes qui mettaient mieux mon spectacle en valeur. « Ils sont revenus !» Adieu le calme et le sommeil carcéraux, désormais remplacés par un barouf de tous les diables, que les autres captifs amplifiaient avec tout ce qui leur tombait sous la main, tandis que les surveillants couraient inutilement en tous sens. Un triomphe. Pourtant, le directeur, seul spectateur dont la vie comptait vraiment, restait sceptique. Peu cher. Il m'offrit toutes les prestations dispensées par son établissement aux hôtes de marque. Camisole, cachot, douche froide. En retour, je l'appelais mon sauveur et lui embrassais les mains. C'était amusant car le cher homme se comportait d'ordinaire avec la même morgue que s'il avait commandé la Bastille, mais le coup des jésuites rôtisseurs, on voyait bien que c'était une première pour lui. Alors, lassé de ma pièce et surtout inquiet des 5 ans de prolongation qui s'annonçaient, il m'envoya poursuivre ma tournée sur une scène à la hauteur de mon talent, à Montperrin, ancienne maison des insensés, devenue un asile à la pointe de la psychiatrie moderne. Évidemment, c'était une forme de consécration. Mais avec 700 aliénés à l'affiche, la concurrence était plus rude. Le public d'une autre classe, des connaisseurs, des puristes, des amateurs d'opéra soudain confrontés à un comique troupier. Je sentis leur suspicion, mais je n'avais plus d'idée pour étoffer mon numéro, dont le registre relevait plus de la farce que de la finesse psychologique. Heureusement, je sympathisais avec un infirmier, un certain Marius Royer, qui, lui non plus, n'aimait pas les jésuites. Très vite, je compris qu'il était anarchiste et pris le risque d'abattre mes cartes. Bingo! Il devint mon impresario et me prodigua ses conseils qui me permirent de crédibiliser mon personnage. Il me remit aussi en communication avec ma famille. Depuis que je simulais la folie, j'avais refusé tout contact avec les miens et je n'imaginais que trop leur inquiétude. Royer les rassura. Il m'apprit que ma mère avait reçu un mot du directeur de l'asile, alarmant pour elle, instructif pour moi. Monsieur Jacob est dans les mêmes dispositions. Il se prétend persécuté par les jésuites, accuse des hallucinations de la vue et ne veut pas entendre parler de sa famille. Monsieur Jacob est en observation et nous ne sommes pas encore tout à fait fixés sur la nature de son délit. Ainsi, malgré mes efforts et les conseils de Royer, je ne les avais pas convaincus. Il était grand temps de prendre la tangente, car les psychiatres ne tarderaient pas plus à se lasser de mon numéro et à me renvoyer à la prison d'Aix. Or, comme je l'avais escompté, l'asile Montperrin était bien plus propice à l'évasion. Il faisait plaisir à voir avec sa conception moderne, ses pavillons neufs, aérés et lumineux, portant les doux noms de malpropre, épileptique, agité. En revanche, aucun bâtiment ministre, évêque ou président. La santé mentale des hommes de pouvoir, voilà pourtant un domaine d'intérêt public. L'ensemble était ceinturé de grilles et d'un mur d'enceinte qui me semblait peu de choses comparées aux défenses d'une prison.
facilement. Alors il va y arriver, depuis Montperrin c'est plus facile effectivement, on ne va pas entrer dans les détails, mais il a réussi à s'évader et à disparaître vraiment des radars, cette fois à changer d'identité, il va se cacher d'abord à Sète, puis à Montpellier, et là il réfléchit, comme toujours dans sa vie, il tire les leçons des échecs qu'il a rencontrés, et il comprend, il voit toutes les erreurs qu'il a commises, et son point de vue va évoluer, mais très rapidement, c'est-à-dire en quelques mois, il va passer du statut d'un artisan finalement peu expérimenté à celui d'un véritable entrepreneur. Il se dit, j'ai péché parce que je n'étais pas entouré des bonnes personnes. J'ai travaillé avec le premier branquignol venu, il va recruter. Et puis, je n'ai pas les compétences requises. Je vais les développer. Il s'appelle maintenant Jean Concorde, il est quincailler, il achète une quincaillerie qu'il va mettre au nom de sa compagne Rose, et ça va lui permettre de commander les modèles de serrure les plus récents et de commander les coffres forts, surtout c'est ça qui m'intéresse, les coffres forts, parce qu'il a raté 2-3 coffres forts, des fois il les a pas vus, mais d'autres fois il n'a pas réussi à les ouvrir. Et ouvrir un coffre-fort, il comprend que c'est vraiment absolument indispensable. Donc il commande des modèles très récents, et dans l'arrière-boutique, il s'entraîne pendant des heures, et pour lui, les coffres-forts, ça l'excite intellectuellement. Ça fait part. En fait, quel que soit le sujet, il va le prendre sous cet angle un peu intellectuel, et il va devenir non seulement un très bon crocheteur, mais surtout un très bon formateur. Donc il va recruter, créer des divisions fonctionnelles dans son entreprise, acheter une friperie par exemple. Une friperie, ça va lui permettre d'avoir toutes sortes d'uniformes, toutes sortes de costumes. Il est perfectionniste évidemment. S'il a une légion d'honneur, il ne suffit pas d'afficher le signe sur la veste, il faut aussi le document qui atteste de l'authenticité de la décoration. Bref, il ne laisse rien au hasard. Et il opère pendant quelques mois dans le Midi. Et très vite, les résultats sont stupéfiants. Donc il comprend que dans ces conditions, il faut monter à la capitale. Et en 1900, l'année de l'exposition universelle, d'ailleurs c'est une brochure de l'exposition universelle qu'on a reproduite à l'arrière sur la couverture, il arrive à Paris. Alors ça l'intéresse beaucoup d'ailleurs, l'exposition universelle, parce que elle est consacrée à l'électricité cette année-là. Et lui, il a vraiment la passion de la technique, donc il s'intéresse énormément aux machines qui sont en démonstration et à toutes les réalisations techniques. En revanche, il est extrêmement critique sur l'association systématique de ces progrès techniques à un soi-disant progrès universel avec un P majuscule. Ça, il voit bien comment ça se passe à Paris, c'est-à-dire il faut payer pour entrer à l'exposition universelle, c'est très cher, c'est plus cher que ne le seront dans un an les Jeux Olympiques, mais c'est peut-être comparable. Il y a des enceintes qui sont réservées à un certain nombre de gens qui ne s'intéressent pas forcément à la chose, mais il faut montrer patte blanche, et dans le même temps à Paris, il y a encore des épidémies, il y a encore des endroits où on souffre de la faim. Donc ça, il le voit rapidement, mais maintenant son projet est clair. Il veut financer un journal, plusieurs journaux, mais en particulier un journal anarchiste, celui où Louise Michel écrit, et il veut constituer une équipe qui est d'accord sur cet objectif de consacrer au moins 10% des gains à la cause. Alors 10% ça paraît pas beaucoup, mais en réalité c'est assez curieux de constater à quel point il est dans un modèle entrepreneurial, et donc il a beaucoup de frais, il a beaucoup d'investissements. Il a une équipe qu'il a constituée maintenant, et on est en 1900, c'est-à-dire qu'on est un an après son évasion. Il a une quarantaine de personnes avec lui, qui sont des gens qui sont les meilleurs dans leur catégorie, donc il ne recrute plus au petit bonheur. Il prend vraiment il refuse beaucoup il se méfie surtout des gens trop bavards
ou des gens qui ne seraient là éventuellement que pour l'appât du gain. Malgré tout, il commet des erreurs, hein, c'est-à-dire qu'il en recrute aussi, évidemment. Et ça finira par lui coûter cher. Mais quoi qu'il en soit, il fait vraiment l'effort de... Voilà, on est dans cette période-là, donc ça c'est une photo, c'est la plus connue, c'est celle de l'identité judiciaire. Donc elle date de 1903, puisque tout ce qu'on va appeler, enfin, les travailleurs de la nuit, c'est-à-dire le nom de cette organisation d'une quarantaine de personnes, ou ce que la presse, au moment du procès, va appeler les 40 voleurs, ça va se passer entre 1900 et 1903. Et dans ce laps de temps, il va rendre opérationnelle une forme d'industrialisation du cambriolage à l'échelle nationale, en utilisant, par exemple, deux outils modernes, qui sont l'indicateur SNCF, qui permet pour une année de disposer des horaires. L'indicateur SNCF, c'est quand même, ça fait rêver, parce que dans un livre qui était, je crois, renouvelé annuellement, on avait tous les horaires de tous les trains pour aller de n'importe quelle gare, il y en avait plus qu'aujourd'hui, à n'importe quelle autre gare. Dans ce livre figuraient ces horaires. Si on voulait prévoir un trajet pour dans 7 mois d'un point A à un point B, on savait quels seraient les horaires des trains, quels seraient les tarifs, j'en parle même pas. Et vous voyez, bon, depuis le progrès est arrivé, on a beaucoup de technologies à notre disposition, et vraiment, bon, ces vieux bouquins, c'est du passé. Mais ça, pour lui, c'était un outil vraiment merveilleux qui lui permettait d'optimiser les tournées, comme il disait. Et les tournées, elles étaient basées sur ça s'appelait l'almanach du Gotha. L'almanach du Gotha, c'est une sorte de super bottin mondain. Et donc, il faut payer. Ça faisait beaucoup rire parce qu'il disait, nos clients payent pour attirer notre attention. Il ne faut pas les décevoir. Il faut pas oublier de passer chez eux. Donc il organisait le plan des tournées et ça se faisait par équipe de 3, systématiquement. Il y avait un éclaireur qui partait la veille, puisqu'un des principes, on va y revenir, mais un des principes importants pour lui, c'était d'éviter la violence. Donc il ne voulait pas cambrioler des lieux où il aurait pu croiser des clients, comme il disait. Donc l'éclaireur, lui, il partait la veille, il posait ce qu'ils appelaient des scellés. Là, il fallait qu'il y ait une tête, c'était Alexandre Jacob, parce que quand il exigeait ça, plus d'une fois on le regardait en disant est-ce que vraiment c'est indispensable? Et ces petits scellés, donc c'est des petits bouts de papier qui indiquaient si oui ou non la porte avait été utilisée, la fenêtre avait été ouverte, pour savoir si oui ou non il y avait une présence. Ça marchait très très bien. Ils m'ont, à ma connaissance, il y a eu un tragique exemple à la fin, contre-exemple à la fin, mais en général, ils n'allaient que dans des endroits inoccupés, voire parfois inoccupés depuis des dizaines d'années. Ils sont arrivés dans des endroits où il y avait tellement de toiles d'araignée qu'ils avaient l'impression d'entrer dans un tombeau qui était fermé depuis littéralement des décennies. Mais en général, c'était pas quand même de cet ordre. Alors il y avait ce qu'ils appelaient la contrebasse. Je parlais des frais. La contrebasse, c'était une trousse à outils en cuir magnifique, équipé avec une centaine d'outils, toutes sortes de limes, toutes sortes de scies, une échelle de corde, un diamant de vitrier, des batteries Edison. Et les batteries Edison, ça c'était vraiment... Et ça lui permettait d'alimenter des lampes. Donc, comme souvent ils travaillaient la nuit, ils fermaient les rideaux et puis ils avaient de quoi s'éclairer. Ils avaient aussi un crapaud, qui était une arme un petit peu plus étonnante dans ce dispositif. Le crapaud servait à... S'il arrêtait de coasser, ça voulait dire que quelqu'un arrivait. Donc c'était un signal qui leur permettait de savoir que quelqu'un arrivait. Ils avaient... Et puis, donc, j'en ai parlé, les déguisements, d'innombrables déguisements. Et puis, alors, son entreprise, donc vous imaginez qu'avec cette fréquence, au procès, il a été jugé pour 150 cambriolages en 3 ans. On estime qu'il y en avait au moins 300. Et pour des sommes qui correspondent à peu près à 4 millions de francs or, c'est-à-dire, si on veut un équivalent en euros, ça serait entre 13 et 15 millions d'euros, quoi. Mais beaucoup de dépenses. Et en particulier parce que le receleur, c'est en général lui qui fait les plus grosses marges dans ces histoires. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il va nouer des partenariats. C'est une entreprise moderne. Il noue des partenariats avec une fonderie. La fonderie est en quasi faillite
Alors lui, il lui assure un marché, il lui dit bah, je vais t'apporter du business, tu vas fondre toutes sortes de choses, tu poseras jamais de questions et tu prendras 25%. Alors le fondeur, il est très content. Et donc, au bout d'un moment d'ailleurs, Alexandre Jacob va estimer qu'il vaut mieux qu'il la contrôle complètement, donc il rachète purement simplement la fonderie. Il comprend qu'il y a des spécialisations en Europe, les titres, il vaut mieux les négocier à Londres, et les pierres précieuses et les bijoux, il vaut mieux les négocier à Anvers. Internationalisation, il ne va pas aller à Anvers sans visiter un ou deux châteaux sur place. Donc il va aussi commencer à travailler dans les pays limitrophes. Et son organisation va croître et embellir, toujours sans tirer un coup de feu. Alors malheureusement, il y a quand même, il faut le dire, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire ils sont aussi l'équipe d'Alexandre est aussi la première en France à travailler avec des Browning que la police française n'a pas. Hein, évidemment, c'est une éternelle histoire. Ils sont toujours un petit peu en retard. Donc les Browning sont théoriquement là pour servir en cas d'extrême nécessité, c'est-à-dire si ça tourne mal. Ça tourne pas mal parce que les maisons sont occupées, mais parce que la police peut quand même intervenir. À Orléans, ils sont obligés de faire feu sur un agent qui n'est pas tué, l'agent Couillou. Il n'est pas tué, c'est marrant parce qu'il recroisera Marius Jacob des années plus tard. Il n'est pas tué, mais sous le nom de Ferraud, Marius Jacob va être condamné à mort. Donc il a déjà une condamnation à mort sur les épaules, et progressivement les choses se tendent. L'histoire des 10%, de la cause 10%, ça paraît peu, c'était aussi une manière de garder avec lui des gens compétents, qui n'auraient pas donné plus. Lui, il donne beaucoup plus, c'est-à-dire qu'il a un train de vie extrêmement frugal. Il vit dans un petit meublé, il va manger dans un bouillon à midi, et ses copains, petit à petit, on les retrouve dans des bons restos. Donc on voit bien que dans la bande, les idéaux du départ sont plus forcément complètement partagés. Et certains de ses amis se mettent à jouer, vont au casino, enfin bon, ça ne pouvait pas durer en réalité. Et ça n'a pas duré. En 1903, un casse tourne mal à Abbeville. Ils sont trois, Marius et deux acolytes, et ils essayent de s'en sortir en allant à la gare la plus proche, qui est celle de Pont-Rémy. Là, descendent du train qu'ils comptaient prendre pour rentrer à Paris des policiers. Et ses complices font feu, lui aussi d'ailleurs, mais il ne tue personne. En revanche, Félix Bourg, qui est un jeune de son équipe, tue un agent, et les trois vont être capturés. Je passe sur les détails, mais enfin ils sont capturés quelques jours après, et à partir du moment où ils le sont, bien qu'une fois encore ils déploient des talents qui sont comparables à ceux qu'on a entendus tout à l'heure, bon, là, ça fait trop longtemps qu'on les cherche, même si on n'a pas forcément compris que c'est les mêmes qui ont fait tout ça, ils sont vraiment dans le radar. Et là, on va entrer dans 2 années d'instruction, une instruction extrêmement compliquée, puisque ce sont autant d'affaires indépendantes, et lui, il va déployer une stratégie juridique pour tout prendre sur lui. Au terme de ces 2 années d'instruction, va avoir lieu ce qu'on a appelé le procès. Ah oui, ça j'aurais dû en dire un mot, mais je crois qu'on est un peu pressé par le temps. Donc, ça s'appelle le coup du parapluie. Ça avait fait la une du petit journal, mais on ne savait pas. Encore une fois, il travaillait dans un relatif anonymat. Le coup du parapluie, c'était un vol qui a eu lieu rue Quincampoix, à Paris. Et ils ont fait ça un week-end. Là, c'était une bijouterie. Et au-dessus, ce sont des appartements privés. Alexandre avait loué le niveau du dessus pendant assez longtemps, et le jour venu, ils ont réussi à faire un trou dans le plafond, enfin dans le plancher du haut et le plafond du bas, et ça s'appelle le coup du parapluie parce que pour pas que ça fasse du bruit, ce qui aurait pu faire, parce qu'en dessous il y avait encore je crois qu'il y avait d'autres appartements, je ne sais plus comment c'était fait. En tout cas, ils voulaient éviter ce bruit qui aurait fini par attirer l'attention. Et donc, on fait un tout petit trou, on fait placer un parapluie, et on ouvre le parapluie. Et une fois que le parapluie est ouvert, on va faire tomber
les morceaux dans le parapluie. Et c'est une création. Il aurait pu le breveter. Et Jules Dassin fait une scène qui dure 20-25 minutes sans un mot dans un film qui s'appelle, je crois, Du rififi chez les hommes, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas, enfin, selon moi, un grand chef-d'œuvre, mais cette scène, c'est un film de 54, c'est l'année de la mort de Maurice Jacob. C'est le genre de choses auxquelles il pouvait cogiter et qui ensuite excitait beaucoup la police et les journalistes. Les journalistes, il y a des articles extrêmement drôles sur le thème que fait la police. Enfin, c'est très marrant et ça faisait beaucoup rigoler. Mais ça, c'est un article du moment du procès, donc, puisque ce procès va être vraiment en mars 1905. Ils sont 23 dont Marius, qui est ici, et ça va être pour lui l'entrée dans une forme de notoriété, en fait, parce que jusque-là, on ne savait pas qui il était. Donc pour lui, ce qui est absolument décisif, c'est d'être identifié en tant qu'anarchiste et pas en tant que cambrioleur. Et ça va être et l'autre chose, c'est de tout prendre sur lui, c'est-à-dire autant que possible. Il est prêt à être condamné à mort et il s'y attend, à vrai dire. Mais il ne voudrait pas que trop de peines lourdes tombent sur ses amis. Alors il va faire le maximum pour ça. Et il va en particulier financer un journal anarchiste dans lequel va être publié un article dont tu vas nous lire un extrait, et où en fait il avait l'ambition de le lire au tribunal, c'était sa défense, il voulait la produire au tribunal devant lequel il se comporte avec beaucoup d'humour, beaucoup de faconde, et donc il retourne l'opinion. Il faut bien voir qu'il n'était pas populaire spécialement. Hein. Les anarchistes d'abord inquiétaient énormément en raison des attentats des années 90, et deuxièmement les voleurs, bon bah ma foi les voleurs oui, sans plus quoi. Mais lui va retourner l'opinion en étant très drôle, en étant très malin, et aussi en expliquant ses motivations. Donc l'article s'appelle « Pourquoi j'ai cambriolé ». Vous appelez un homme voleur et bandit. Vous appliquez contre lui les rigueurs de la loi sans vous demander s'il pouvait être autre chose. A-t-on jamais vu un rentier se faire cambrioleur ? J'avoue ne pas en connaître. Mais moi, qui ne suis ni rentier ni propriétaire, qui ne suis qu'un homme ne possédant que ses bras et son cerveau pour assurer sa conservation, il m'a fallu tenir une autre conduite. La société ne m'accordait que 3 moyens d'existence. Le travail, la mendicité, le vol. Le travail, loin de me répugner, me plaît. L'homme ne peut même pas se passer de travailler. Ses muscles, son cerveau possèdent une somme d'énergie à dépenser. Ce qui m'a répugné, c'est de suer sang et eau pour l'aumône d'un salaire. C'est de créer des richesses dont j'aurais été frustré. En un mot, il m'a répugné de me livrer à la prostitution du travail. La mendicité, c'est l'avilissement, la négation de toute dignité. Tout homme a droit au banquet de la vie. Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend. Le vol, c'est la restitution, la reprise de possession. Plutôt que d'être cloîtré dans une usine, comme dans un bagne, plutôt que de mendier ce à quoi j'avais droit, j'ai préféré m'insurger et combattre pied à pied mes ennemis en faisant la guerre aux riches, en attaquant leurs biens. Certes, je conçois que vous auriez préféré que je me soumette à vos lois, qu'ouvrier docile et avachi, j'eusse créé des richesses en échange d'un salaire dérisoire, et lorsque le corps usé et le cerveau abêti, je m'en fusse crevé au coin d'une rue. Alors vous ne m'appelleriez pas bandit cynique, mais honnête ouvrier. Usant de la flatterie, vous m'auriez même accordé la médaille du travail. Pour détruire un effet, il faut au préalable en détruire la cause. S'il y a vol, ce n'est que parce qu'il y a abondance d'une part et disette de l'autre, que parce que tout n'appartient qu'à quelques-uns. La lutte ne disparaîtra que lorsque les hommes mettront en commun leurs joies et leurs peines, leurs travaux et leurs richesses, que lorsque tout appartiendra à tous. Anarchiste révolutionnaire, j'ai fait ma révolution. Vienne l'anarchie. Et comme je vais pas, on est un peu pris par le temps, je vais citer le vicomte François René de Chateaubriand,
un écrivain partageux, un communiste bien connu, qui a écrit ceci: un jour viendra où on ne concevra plus qu'il fut un ordre social dans lequel un homme compta 1 million de revenus, tandis qu'un autre n'avait pas de quoi payer son dîner. Donc ça, c'est écrit par Chateaubriand, qui faisait partie, à l'occasion des lectures de Marius. Et voilà, c'était juste pour dire que finalement, cette idée n'était pas ni nouvelle, ni ancienne, était aussi ancienne que les écarts de fortune. Quoi qu'il en soit, c'est pas ce genre de défense qui pouvait... Non, c'est pas tout pour ça. C'est pas ce genre de défense qui pouvait lui assurer grand succès judiciaire, évidemment. Donc les condamnations sont lourdes, mais ce ne sont pas des condamnations à mort. Il y a 2 condamnations au bagne à perpétuité, il y a 7 condamnations au bagne, il y a quelques acquittements. Un procès en appel sera organisé, enfin en cassation à l'époque. Lui ne fait pas appel. Il estime que c'est pas nécessaire. D'autant plus qu'il doit être jugé une 2e fois. Il est condamné au bagne à perpétuité. Alors le bagne, on appelait ça la guillotine sèche. Normalement, l'espérance de vie y était de 5 ans. Et donc, on peut dire qu'à ce stade, l'histoire est pratiquement terminée en fait. Alors, comme toujours avec ce genre de personnage, la chute, c'est jamais la fin. On a toujours d'une part des rebondissements, d'autre part le départ d'autre chose, en particulier la légende. Alors là, je dis un mot, on est à la Bilipo, il faut quand même citer Arsène Lupin, parce que il y a quelqu'un qui fait autorité sur Alexandre Jacob, c'est Jean-Marc Delpech, qui a passé sa thèse sur lui et qui a écrit plusieurs livres. Et il a créé un mot qui s'appelle la lupinose. Ça l'énerve beaucoup parce qu'il dit à assez juste titre, on utilise Arsène Lupin finalement comme, qui est très connu comme élément vendeur pour Marius Jacob qui serait son modèle. Alors c'est pas ça qu'il s'agit de faire, parce qu'il est certain qu'il y a d'immenses différences entre Lupin et Jacob, et la première d'entre elles c'est que Jacob il agit pour l'anarchie. Lupin, c'est beaucoup plus compliqué, c'est très évolutif surtout. Au début, il a une revanche sociale à prendre, ça c'est sûr, et c'est écrit par Leblanc, mais très vite, ça épouse l'ère du temps. Il est nationaliste en 14-18, il va être colonialiste, il va y avoir toutes sortes d'Arsène Lupin, comme il y a toutes sortes de Tintin. Ça devient un personnage vraiment évolutif. Mais la première nouvelle, celle qui est écrite et publiée dans Je sais tout par Maurice Leblanc en juillet 1905, fait suite immédiatement au procès. Et ce qui est sûr, c'est que le procès a eu un retentissement médiatique énorme. Le journal de Leblanc couvrait le procès. Et ce que j'ai pas eu le temps malheureusement de détailler, c'est toutes les réparties très drôles que faisait Marius face au juge. Donc il met tout le monde dans sa poche et il se fait remarquer, il devient une vedette. Et il est évident que plusieurs de ses traits sont passés directement chez Arsène Lupin, en particulier son immense professionnalisme, l'organisation d'une bande, les détails, les petits mots qu'il laisse. Je reviendrai quand les meubles seront authentiques. Bon, ça, il le faisait beaucoup. Lui, il signait Attila. Il ne signait pas Lupin. Il signait Attila, le fléau de Dieu. Donc maintenant, le voilà au bagne, et c'est plus la même chanson du tout. Normalement, on doit pas y survivre plus de 5 ans. Tout est prévu pour ça, tout est dimensionné pour ça, c'est-à-dire la rotation des prisonniers est telle qu'on anticipe sur leur disparition. Le bateau, sur le bateau le Loire, qui conduit Alexandre Jacob sur les îles du Salut en 1906, début 1906, il arrive en janvier 1906, ils sont 600 et quelques, ils seront 128 6 mois plus tard. Tous les autres sont morts. Alors, le bagne ça remonte au Second Empire. Napoléon III avait dit « Je ferai surveiller les brigands par des plus brigands qu'eux ». C'était le projet, et c'est exactement ce qui se passait là-bas. Il y en avait 2, il y en avait un en Nouvelle-Calédonie et puis un en Guyane. Et il y avait les installations sur le continent, et puis il y avait ce qu'on appelait les îles du Salut. Pour un autre épisode historique, donc la plus connue, c'est l'île du Diable. C'était pour les prisonniers politiques, c'est là que Dreyfus a été prisonnier.
il y avait l'île royale, la plus importante avec l'administration, et puis il y avait l'île pénitentiaire, c'est-à-dire en fait, donc ça c'est le bagne, et ça c'est le bagne du bagne, c'est Saint-Joseph. C'est là qu'on l'envoie parce qu'il est considéré comme très dangereux. Pourtant, il n'a pas vraiment le profil typique du bagnard. C'est quelqu'un, il est plutôt fluet, il n'a pas une bonne santé, c'est pas un tueur. Il va vivre 20 ans au bagne. En 20 ans, avec la santé qu'il a, 20 ans, 17 tentatives d'évasion. Il a deux stratégies. Premièrement, se tenir à carreau. Et de cette manière-là, espérer passer de la 3e classe à la 1re classe. S'il arrive à être en 1re classe, il pourrait être transféré sur le continent. Et il pense que c'est plus facile de s'évader depuis le continent. Il faut dire qu'ici, les courants sont très puissants et que les eaux sont infestées de requins. Donc, effectivement, c'est pas forcément un mauvais plan. Donc, première stratégie, se tenir à carreau et arriver en 1re classe. Deuxième stratégie, s'évader. Petit hiatus entre les deux stratégies. Et il va être sans arrêt, sans compter qu'il y a son tempérament à lui, qui reste malgré tout assez irrépressible, et donc sa première condamnation c'est 3 semaines de cachot, motif, insolence. Il n'a même pas réellement été insolent, il prend la défense de certains de ses camarades. À nouveau, au bagne, il va devenir un organisateur, il organise un service de courrier privé. Ces initiatives en général ne lui valent que des ennuis, mais il en impose quand même. C'est-à-dire qu'il devient une personnalité du bagne. Même les matons le regardent, bon, évidemment avec inquiétude, mais aussi avec une certaine forme de respect, surtout qu'il finit par leur rendre à eux aussi de menus services. Un jour, on fait appel à lui, mais ça c'est plutôt vers la fin, quand il a acquis un certain statut, on fait appel à lui pour ouvrir le coffre fort du gouverneur de l'île, parce qu'il en a perdu la clé. Donc, ça, il est capable de dépanner. Celle qui va vraiment, parce que ces deux stratégies échouent, hein, que ce soit l'évasion ou la 1re classe, dans les deux cas, même s'il gagne du galon, une fois qu'il atteint effectivement la 1re classe, qu'il gagne tous ses procès, il passe 7 fois au tribunal militaire spécial, il est sans arrêt en commission de discipline, il arrive quand même en 1re classe, mais les autres sont pas fous, ils ne vont pas le déplacer sur le continent, donc ils disent non, tu restes là où tu es, c'est tout, il va à l'île royale. Et finalement, ces deux stratégies échouent, mais il va quand même être libéré à la fin, et celle qui va vraiment jouer un rôle déterminant dans cette histoire, c'est sa mère, Marie Jacob, avec qui il correspond. On a toute une partie de la correspondance, ça fait 2 tomes, je ne les ai pas apportés parce qu'ils sont un peu gros, mais c'est absolument passionnant. Et d'ailleurs, oui c'est ça, est-ce qu'on peut déborder de combien en fait Alors, si vous voulez faire un petit peu la vente, si vous oui. avez envie de découvrir le livre, il ne faut pas trop déborder. Pas trop déborder, pas trop déborder non plus. Bon. Un peu débordé. Un peu débordé, ouais. On va déborder un peu. Et c'était quoi le texte suivant? Parce que je me demandais si... il y avait celui-ci, on peut les Ah oui, non, ouais, d'accord. Non, je voulais citer, un petit texte, un exemple. Disons que dans les courriers qu'il va échanger avec sa mère, tout est codé. Donc il va mettre des noms communs qui vont lui permettre de lui faire comprendre ce qu'il veut. Alors des fois, il ne comprend pas, mais c'est un code qui est complètement improvisant. Ça correspond à des pratiques bien rodées. Hein. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il faisait, même pour la signature des télégrammes indiquait si on pouvait faire le coup ou pas. Et décidément, je ne me retrouve pas. Bon, enfin, c'est assez plaisant parce qu'il a plusieurs noms pour se désigner lui-même. Donc c'est très difficile de comprendre, même quand on connaît les codes. Et il y en a d'ailleurs sur lesquels les biographes rendent les armes et disent non, finalement, on ne comprend pas. Mais eux comprenaient. Et il avait un surnom, Lisa, Élise, Lise. Ça, c'était l'administration pénitentiaire. Octave, c'était la Sûreté Générale. Lui, il s'appelait différemment, enfin il avait tout un ensemble de surnoms, certains masculins, d'autres féminins. Donc Lise se demande si... voilà. Et alors c'est... En fait, il faut vraiment, dans le recueil dont je vous parle, tous les codes sont donnés à la fin, donc on peut passer un bon moment. Et donc, sa mère, elle est incroyable, elle le tient à bout de bras, elle lui envoie 3 types d'articles dans des paquets, elle lui envoie par exemple le code
maritime qui lui permet d'assurer sa défense devant les différents tribunaux, parce qu'en fait le bagne est régi par ça, donc il bûche ça. Il est toujours très bon. Plus tard, il signera un courrier, Alexandre Jacob, diplômé en droit des îles du Salut. Il a étudié le droit là-bas, et il le connaît très bien, et mieux que ses geôliers, évidemment. Donc il peut rendre plein de services aussi aux autres, et les dépanner et les défendre devant les matons qui cherchent souvent à abuser des situations. Donc elle lui envoie des livres, beaucoup de livres. Il lit même au fond d'un cachot ou au fond d'une cellule, il lit. Elle lui envoie du lait concentré, et ça lui sauve la vie parce qu'il est souvent malade, il a le scorbut, il a toutes sortes de fièvres. Le lait concentré lui sauve la vie, et elle lui envoie même des revolvers, mais ça marche pas parce que ils arrivent à quelqu'un d'autre. Bon, tous ces plans d'évasion ratent les uns après les autres, et finalement la seule chose qui va marcher, c'est ceux qu'il avait bien déconseillé, voire interdit à sa mère de faire, se tourner vers les autorités. En 1924, le cartel des gauches a gagné. La mère de Marius travaille, elle est couturière pour un avocat qui est proche du nouveau garde des Sceaux. Elle arrive à faire passer des messages. Et finalement, le président de la République, Gaston Doumergue, va commuer la peine de perpétuité à 5 ans d'emprisonnement, puis la réduire à 2 ans. Et Marius Jacob va revenir en France métropolitaine. Il va faire de la prison à Fresnes et il va être libéré en 1927. Donc là, je vais vraiment très très vite parce que la période du bagne, c'est une vie en fait, c'est plusieurs vies, avec des moments de désespoir absolu. Mais elle prend fin en 1927, c'est vraiment en grande partie dû à sa mère. Et, ah oui, ça c'est une aquarelle qu'il a faite au bagne. C'est une aquarelle où il a dessiné l'île Royale. Voilà. Vous voyez, on est forcément épaté, quoi. Et alors, oui, donc il rentre alors, il est libre, il a des cheveux gris, il est encore en âge de travailler. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir employé dans une petite fabrique parisienne, mais je crois qu'on va pas avoir le temps de lire cet extrait-là. C'est dommage parce que il va être très bon, comme toujours. C'est un petit atelier de femmes qui fabriquent des petits objets. Et il n'y a pas un très bon climat dans cette usine, c'est du côté de Bastille, ça se passe pas très bien. Il va tout révolutionner. Il va, jusque-là, elles étaient assez moroses de venir travailler, il va bouleverser les méthodes, elles viennent travailler en chantant, il dépose des brevets, il multiplie le chiffre d'affaires de la boîte par 2, le patron est super content, et un jour, au bout de 2-3 ans, Marius vient le voir pour lui dire « Bon, le problème c'est que ça ne correspond pas à mes idées, je suis obligé de te laisser, je suis désolé, je te remercie, tu m'as aidé à un moment où c'était vraiment nécessaire, mais je ne peux pas rester. » Alors qu'est-ce qu'il pourrait faire? Avec l'argent des brevets, il va acheter un barnum, c'est-à-dire une petite installation de forain, quoi. Il va être marchand forain, et c'est sa nouvelle vie. Il va partir dans l'Indre, et le voilà, c'était des rares photos qu'on ait de Marius plus tard dans sa vie. Alors, c'est un article on avait complètement oublié. Alexandre Jacob, et c'est là qu'il va devenir Marius Jacob. Et c'est à partir de là qu'on l'appelle Marius. Il y a un journaliste qui le redécouvre, un biographe qui va faire sa biographie. Alors, ça c'est un article paru dans Voilà. Alors Voilà, ça n'a vraiment aucun rapport avec ce à quoi on pourrait penser. C'était un journal voulu par Gallimard, et le rédacteur en chef s'appelait Joseph Kessel. Vous voyez donc que ça n'a aucun rapport, décidément. Voilà. Et Jean Valjean, ça c'est, à ce moment-là, il est Monsieur Madeleine, c'est évident. Il est marchand forain, il a beaucoup de bagou, toujours le même. Il fait des blagues, il vend des articles de bonneterie, des articles de lingerie. Il a beaucoup de succès avec les clientes, et elles en sont folles, et donc ça marche très très bien. Et lui, il est toujours le même, il a développé une forme de sagesse. Et le journaliste, évidemment, est totalement sous le charme. En 1935, ce papier le fait connaître à nouveau. Et qu'est-ce que je peux dire? On avait quelque chose là, je sais pas. Je suis un petit peu débordé là. Oui, il faut parler de...
Voilà, c'est le même après la guerre. Alors pendant la guerre, bon, il a essayé d'interagir avec la guerre d'Espagne, on n'a jamais trop su, il a été assez secret. Pendant la guerre, il est certain qu'il a eu des activités, il n'a jamais trop dit, il a même été un peu inquiété à certains moments, parce qu'il ne faisait pas de marché noir, il avait un stock de tissus, et la police trouvait ça suspect. Il disait, mais si vous annoncez des taux de marge qui sont les mêmes qu'avant la guerre, alors que vous avez des stocks qui ont pris de la valeur, c'est donc que vous fraudez. Il disait, mais non, c'est donc que je pratique les mêmes prix qu'avant. Il n'y a pas de raison que je multiplie les prix sur un stock que j'avais acheté avant. Alors ça, ils n'ont jamais cru. Donc ils l'ont fait en prison pour un mois. Il a refait de la prison, ça l'a beaucoup mortifié, parce qu'il était devenu hypersensible de ce côté-là. Voilà, et ça c'est une des dernières photos de lui, prise en, je pense, en juillet 54. En 54, c'est l'année où il est venu à Paris. Et alors il est venu à Paris, donc je vous ai dit, pour applaudir Brassens. Il a été absolument effaré de ce qu'il a vu à Paris. La ville avait évidemment beaucoup évolué, et je ne trouve jamais ce que je cherche. Voilà, oui, il écrit cette vie parisienne. Donc en 54, il est toujours aussi curieux. Il a quelques mois de son suicide philosophique. Il a décidé depuis longtemps que c'est comme ça qu'il finirait ses jours. Cette vie parisienne heurte tous mes rêves, dissipe toutes mes illusions. Il y a 50 ans, un nanar, et il y en avait dans toutes les classes, surtout parmi l'agent littéraire, pouvait s'offrir le luxe et le plaisir d'écrire sans salaire. À présent, pas. On n'écrit que pour ce qui paye. La lutte pour le beefsteak prime toute autre considération. Je ne veux pas te citer de nom, mais les propos que j'ai entendus, les arguments qu'on m'a servis m'ont écœuré. L'individu tente à disparaître s'il n'est déjà disparu pour céder la place à une manière de robot social. Quel monde, quelle époque! Il y a 50 ans, nous rêvions d'une société future. Quel cloaque! Le veau d'or est plus puissant que jamais. Voilà, donc c'était ces petites choses vues, c'est les choses vues de Marius Jacob juste avant la fin. Et qu'est-ce que tu avais une question philosophique ici? Ah ben voilà, oui bien sûr. Voilà. Et bien donc juste avant, alors c'est un anarchiste, il veut rien laisser à l'État, ça a toujours été une obsession chez lui, il veut atterrir à zéro, donc il s'arrange, il vend sa maison en viager, il donne tout ce qu'il a, il fait un grand goûter pour les enfants, c'est ça qui m'a donné l'idée de m'adresser à une enfant dans mon livre, et voilà le petit mot qu'il laisse pour ceux qui viendront s'occuper de son corps après son suicide. Pour le cercueil, adressez-vous à Monsieur Blanchet, route de Baudy à gauche. Prière de lui recommander de l'ampleur côté pied, chez ses corps. Pour l'ouverture et la fermeture du caveau, adressez-vous à Monsieur Leplantine. C'est un artisan habile, avec lui, pas d'évasion à redouter. Il demeure route d'Issoudun, à droite, sous les premières maisons. Et enfin, pour le constat de décès, faites appeler ce brave docteur Apart, n'ayant encore jamais ressuscité personne, j'aime à croire qu'il n'innovera pas avec moi. Amen. Je suppose que mon vieil ami négro m'a suivi dans le bienfaisant sommeil. Il reste un peu de pot-au-feu pour Zézette et Doudou, que je vous prie de leur donner. Pour Zézette, le couper menu, donnez aussi du lait à Doudou, il y en a sur le fourneau électrique. Linge lessivé, rincé, séché, parpassé, j'ai la cosse, excusez. Vous trouverez 2 litres de rosé à côté de la paletterie. À votre santé. Voilà, c'est difficile de parler après les derniers mots de Marius Jacob. Alors, donc oui, je ne vous ai pas dit pourquoi Marius, je le fais rapidement. Alexandre, il payait à la lettre pour son barnum. Chaque lettre lui coûtait quelque chose. Et Marius, c'est plus court qu'Alexandre. Voilà. Et à partir de là, il s'est appelé Marius. C'était un être extrêmement pragmatique, c'était pas un théoricien de l'anarchie, c'était un praticien, à sa manière, c'était un moraliste. Je crois que c'était un personnage très contemporain. Je crois que c'était un ami du genre humain et un ami tout court. Et j'espère vous avoir convaincu en tout cas que le personnage vaut le détour. Merci.